Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dédicace à ma femme Hajer, à mes enfants Nawel, End, Wided et Mohamed Walid, à mes petits-enfants Youssef, Jahed, Jude et Noah, à ma belle-fille Shiraz Nebel Feki, et à mes gendres Abdallah Meraï et Ramzi Chabar. Remerciements. Pour leur écoute, leur rôle de conseiller, de critique et souvent de contradicteurs objectifs, il me plaît de remercier mes amis, sportifs et sportistes, Hamda Le Tayef, Abderrahman Zouari, Ali Chtiwi, Kémé Moussa, Diaswissi et Khaled Ouanès. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas se soustraire, lors de nos rencontres quasi quotidiennes, à mes sempiternels monologues sur l'autre façon de faire du sport. Mes remerciements s'adressent en particulier à mes amis, Rida Layouni, président des Académies nationales olympiques d'Afrique, ANOA, qui m'a invité à exposer mon projet des Jeux olympiques citoyens, au colloque africain Actualité de l'interculturalité de l'olympisme, organisé à Yaoundé, Cameroun, en mars 2018 à l'occasion de l'inauguration du Centre africain des études olympiques, CAEO, à Béchir Ben Ajiaya pour avoir pris du plaisir à lire mon manuscrit dans ses premières ébauches et à M', accompagné dans la dernière lecture avant dépôt, me faisant profiter de sa riche expérience journalistique, à Marc Levesque qui n'a pas cessé de me prodiguer conseils et encouragements, conclu par la rédaction d'une admirable préface offerte au lecteur de cet ouvrage. Avant-propos, lettre au CIO, que faisons-nous de notre sport ? La folie, c'est de faire la même chose encore et encore en espérant des résultats différents. Albert Einstein. Objet, les Jeux olympiques du sport citoyen. Le sport n'est plus le sport, ne cesse-t-on de lire et d'entendre dire avec fatalité et amertume. Les tentatives des critiques et des penseurs se sont multipliées à travers le monde, pour un éventuel retour à un sport intègre, propre et durable. Réinventer l'olympisme, c'est la thématique que j'ai eu l'honneur de présenter au colloque international, Actualité de l'interculturalité de l'olympisme tenu à Yaoundé, le 16 mars 2018. Elle s'inscrit dans le cadre de cette ambition collective et transnationale de vouloir changer le sport pour changer le monde. C'est pourquoi, face aux échecs successifs, subis par les nations, organismes et organisations internationales signataires des agendas, et surtout en rapport avec la grave et inquiétante situation climatique et environnementale de notre planète polluée, voire dénaturée par 7,5 milliards de personnes, selon Andrew Revkin, nous avons préconisé l'engagement du sport citoyen comme un essai de solution, avec le concours de toutes et de tous, reconvertis à cette nouvelle pratique. Le sport citoyen, que nous voulons durable, solidaire et responsable est l'activité sportive qui se pratique par toutes et par tous, sans la moindre discrimination, quand on veut, comme on peut et quand on peut comme on veut. La motivation première consiste à remporter d'abord des victoires sur soi-même, à réussir le mieux vivre ensemble, à préserver et à sauvegarder notre planète. Cet engagement sportif à vocation humaniste repose sur la philosophie du don inspirée par Marcel Mauss qui stipule que gagner c'est donner, recevoir et rendre. Parce qu'il est à la portée de tous les citoyens, nous considérons hautement productive la massification de sa pratique qui permettrait à ces milliards de personnes, dont parlait Andrew Revkin, d'être initiés au sport citoyen. Ils se doivent tout simplement de savoir, pourquoi font-ils du sport ? Pour leur mieux-être, développement de soi, éducation et santé, pour le mieux vivre ensemble, inclusion, anti-discrimination et partage, et pour la planète, préservation de l'environnement, écosystème et biodiversité. L'erreur du mouvement olympique, c'est d'avoir engagé les sports olympiques en tant que moyen pour relever le défi du développement durable. Une telle perspective s'est avérée totalement inadéquate et inappropriée. Cette fausse route s'explique par le fait que les sportifs de haut niveau qui relèvent actuellement des fédérations internationales olympiques existantes sont exclusivement formatés pour la victoire, avec pour seule devise « plus vite, plus haut et plus fort ». Comment en effet ne pas se rendre compte que les sports à spectacle, déclinés en une centaine de spécialités sportives, ne peuvent rien contre les diverses formes de discrimination qui sévissent dans nos pays, et encore moins contre les dangereux changements climatiques? Les sportifs de haut niveau, leurs entraîneurs, leurs dirigeants, voire leurs supporters, ont-ils le temps, la tête et la patience, à supposer qu'ils en aient la modestie et l'humilité, de s'engager pour le développement durable,
eux qui ne vivent que pour les exploits sportifs, les investissements et le retour sur investissement? Réinventer l'olympisme est l'expression de notre optimisme de pouvoir parvenir, enfin, aux résultats attendus pour 2030 par la communauté internationale en matière de développement durable et de réchauffement climatique. Les récentes découvertes scientifiques relayées par le Dr Joël de Ronet sur l'épigénétique et l'épimémétique, celles des écologistes environnementalistes qui considèrent que c'est la société entière qui doit être réorganisée de fond en comble et dans l'urgence, ajoutées à la théorie de la régulation sociale de Jean-Daniel Reynaud concernant l'instauration de la responsabilité sociale au niveau des entreprises, RSE, ainsi que la vulgarisation de l'économie sociale et solidaire, ESS, tous ces facteurs ne font que confirmer la nécessité de la massification de la pratique sportive et de sa bénéfique démocratisation. Aussi, crions haut et fort avec Adam Frank, l'approche doit être universelle car la crise climatique est un défi immense. Nous devons nous y atteler en urgence, sinon, notre survie dépendra sans doute en grande partie de l'héritage évolutionniste de l'espèce. Préface. L'ouvrage écrit par Béchir Djabès se situe au confluent de deux sources. D'une part, une carrière professionnelle brillante et diversifiée, d'autre part une réflexion approfondie, érudite et très documentée sur notre actualité, ses évolutions et ses enjeux. Nous allons revenir sur ces deux gisements qui par leur richesse nourrissent aujourd'hui une vision prospective, deviennent force de proposition. Un parcours professionnel à la fois engagé et réflexif, une curiosité insatiable, une culture sportive plurielle et approfondie, enfin un regard militant sur notre monde moderne ou postmoderne et ses turbulences. International pour la Tunisie, Béchir Djabès a cultivé sa passion du football comme entraîneur ou directeur technique dans des clubs de division nationale jusqu'à un passé récent dans son pays, mais aussi dans les Émirats du Golfe. Il est sans doute le pionnier de la psychologie du sport en Afrique et plus particulièrement en Tunisie, comme enseignant et formateur longtemps à l'Institut des sports de Ksar Saïd, comme animateur de cette jeune discipline et comme président fondateur de la Société tunisienne de psychologie du sport. Il a exercé la fonction de commissaire général au sport et à ce titre, Béchir Djabès a eu à présider et à diriger les délégations sportives tunisiennes entre 1991 à 1993 aux Jeux africains du Caire, Égypte, aux Jeux panarabes de Latakia, Syrie, aux Jeux olympiques de Barcelone, Espagne, ainsi qu'aux Jeux de la francophonie du Languedoc-Roussillon, France. Cette expérience institutionnelle et cette responsabilité l'ont sans doute amené à rencontrer d'autres acteurs et d'autres formes de pratiques sportives dans les zones déshéritées pauvres en équipement, sur le terrain tunisien et ailleurs. Enfin, et sans doute ce résumé est-il partiel, il a créé et anime encore aujourd'hui une académie permettant à de jeunes enfants tunisiens de découvrir leur motricité et de développer leurs aptitudes sportives. Ces diverses expériences, assorties de nombreux voyages, colloques, rencontres auraient pu se superposer tel un millefeuille. Elles ont en fait nourri une réflexion engagée, de plus en plus militante en faveur de la diversité des pratiques sportives, en posture critique par rapport au sport d'élite et les dérives de l'olympisme. Du côté de la réflexion, elle s'est nourrie d'une curiosité insatiable sur le sport, son actualité, les magazines, témoignages divers, mais aussi les essais, publications scientifiques et plus récemment sans doute les textes institutionnels et réglementaires qui régissent ou orientent le sport. S'inscrivant dans le sillage de Payonnet, Le système des sports, 1998 et de bien d'autres auteurs, Béchir Djabès met en débat le sport de compétition, sa logique, son culte articulé aux autres facettes de nos sociétés. Il montre comment cette logique de production de performance s'est éloignée de l'idéal olympique, même si les valeurs de ce dernier servent encore de façade ou de paravent. Les sports, selon sa définition, pratiquent l'exclusion, reproduisent les mécanismes sociaux de la discrimination, imposent l'excellence et légitiment le rejet des amateurs et pratiquants modestes. Comme l'a bien montré R. Hedeker, L'emprise sportive, 2012, le sport a pénétré jusqu'au plus intime de nos sociétés. L'homme contemporain est placé sous perfusion sportive permanente. En tant que référence omniprésente à travers sa médiatisation, ses grandes célébrations, il structure la société, la modèle, la contraint à lui ressembler. Par sa logique de sélection exacerbée, de rentabilité rapide, d'opposition et de hiérarchisation des niveaux, il exerce des ravages chez les jeunes, les maladroits,
les déshérités dont le sentiment d'impuissance par rapport à ces normes d'efficacité est profondément dissuasif. Pourquoi pratiquer si l'on est forcément dévalorisé, rejeté, discriminé? Pourquoi subir dans sa pratique le racisme, l'homophobie et la tricherie de l'adversaire? Béchir Jabès a bien conscience de cette importance du sport, de sa richesse éducative, de son apport identitaire, de sa valeur pour préserver ou restaurer la santé et le bien-être. Il en fait même un facteur de développement durable, de régulation sociale, de modération des impatiences et emportements de notre postmodernité, et la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité. C'est-à-dire que ces propositions visent à inverser les formes de pratique et les objectifs que l'on peut assigner à l'éducation physique, en les diversifiant, en modifiant l'état d'esprit qui les anime en faveur de la citoyenneté, de l'échange entre pratiquants, en faveur du don, de la sollicitude et du partage, loin de toute rivalité exacerbée. L'originalité et la richesse de ce développement reposent essentiellement sur la distinction opérée entre le sport au singulier, pour chacun, et les sports au pluriel, pour quelques-uns. L'auteur a entrepris de démontrer que tous les maux, fléaux et dérives tant financières que morales qui ternissent l'image du sport reflètent la triste réalité des sports de haute compétition, largement fédérés et officiellement décrits comme sports olympiques. Par contre, le sport anciennement appelé de masse ou pour tous, réduit à la pratique du quand on veut, comme on peut, se révèle porteur de toutes les valeurs et vertus que l'on croyait perdues à jamais. Prenant le contre-pied des instances officielles, onusiennes et olympiques de l'Agenda 21 et la Charte 20 à 20, Béchir Jabès a mis en évidence, par diverses réflexions et expériences, que seul le sport en tant que droit inaliénable de l'homme citoyen peut sauver des vies et transformer des pays, selon la célèbre formule de Nelson Mandela. Ce livre de conviction et d'engagement pourrait être considéré comme naïf et utopique lorsqu'il propose l'organisation de Jeux olympiques citoyens en alternance avec les Jeux olympiques. Mais, puisse ce plaidoyer faire contrepoids aux déclarations lénifiantes des responsables olympiques et politiques et soutenir toutes les initiatives de diversification des pratiques sportives tout en appuyant ceux que l'auteur appelle les sportistes, ceux qui explorent les formes diversifiées de motricité. L'instauration des Jeux olympiques citoyens serait selon l'auteur l'une des solutions les plus urgentes aux catastrophiques dérives humaines et environnementales de notre planète. Il s'agit tout simplement de mobiliser tous les pays, toutes les populations ici et maintenant, affranchies de toutes les discriminations dont celles en rapport avec notre corps, pour participer à cet événement planétaire que sont les JOC, non plus sur les critères égoïstes du Sisus, Altius, Forcius mais sur la base du credo sportivo-citoyen, humaniste et solidaire. Gagner, c'est partager à travers un corps sain dans un environnement sain. Marc Levesque, psychologue du sport. Professeur d'université. Introduction. Je suis plus loin que moi-même, plus loin que la réalité, je suis dans le futur. J'ai une sorte de force qui me rapproche de Dieu. Ayrton Senna. L'élection de Juan Antonio Samaranch à la tête du Comité olympique international, le 16 juillet 1980, a permis de mettre fin à la supercherie de l'amateurisme marron pour favoriser l'ouverture des Jeux olympiques aux sportifs professionnels officiels et officieux. Mais si cette ouverture était de nature à effacer une injustice vécue sur plus d'un siècle, elle en a malheureusement créé une autre, encore plus grave. Si l'entrée dans le giron de l'olympisme n'a concerné qu'une minorité de sportifs passés au professionnalisme et dont l'article 26 de la Charte olympique leur fermait l'accès, elle a, par contre, plongé les 2/3 des sportifs participant aux Jeux dans le désarroi le plus total. Ils savent qu'ils ne peuvent plus rivaliser à armes égales avec ces nouveaux venus du monde professionnel, alors qu'ils ne peuvent eux compter que sur les moyens dérisoires de leur pauvre pays. D'ailleurs, c'est depuis ce jour que le fossé n'a jamais cessé de se creuser entre pays riches et pays pauvres dans les Jeux olympiques, sur le double plan de la participation et de l'organisation. Et c'est Antonio Samaranch, en personne, qui a reconnu que le tiers-monde ne peut pas organiser les Jeux olympiques, tout simplement parce qu'il ne peut rien organiser. Cette inégalité rompt les termes du contrat en faisant du sport une activité pour laquelle devraient être réunies, au départ de la compétition, les mêmes chances pour chaque athlète, entraînement, préparation, équipement et suivi. Alors, les pays pauvres,
pour éviter d'être totalement absents, chassés de la carte mentale, de l'esprit et de la mémoire des autres, ne peuvent qu'accepter d'y participer tout en sachant qu'ils ne feraient que de la figuration. Cette participation symbolique leur a été également reprochée. L'important n'est même plus de participer selon l'ancien président du CIO, Antonio Samaranch, qui ne veut plus de sportifs qui viennent passer 15 jours de vacances au village olympique. C'est donc, à partir des Jeux de Los Angeles en 1984, fief du capitalisme libéral, que les Jeux ont commencé à se dénaturer. L'introduction du système sportif professionnel, enfant du capitalisme et du libéralisme, a naturellement un coût. Argent à profusion, corruption, tricherie et dopage accompagnent désormais les exploits sportifs d'une Olympiade à l'autre. Nonobstant le caractère structurel des dérives selon les experts, inhérentes donc au système, le Comité international olympique se dit déterminé à tout mettre en œuvre, tel que stipulé dans la Charte 20 à 20, pour mieux défendre l'intégrité des athlètes et préserver la supposée propreté du sport. C'est ce que Pierre de Coubertin en son temps avait prévu. Un germe de décadence s'est glissé dans le sport antique. Le même, si nous n'y prenons garde, fanera nos espérances naissantes, l'argent. Mais, au vu des échecs successifs pour juguler les maux qui rongent les Jeux olympiques, nous pensons que le CIO aura également d'énormes difficultés à pouvoir satisfaire les engagements pris en partenariat avec l'ONU et ses différentes organisations. La lutte contre le réchauffement climatique et les campagnes menées contre les multiples discriminations ainsi que l'instauration d'un mieux-vivre entre les citoyens, les communautés et les peuples, ne se feront pas avec succès à cause du recours exclusif au sport. Face à ces fléaux planétaires, que peut en effet le monde des sports englué qu'il est dans la sphère de la performance et de la victoire qui lui sont si vitales et qui l'empêchent, malheureusement, de penser et de se concentrer sur tout ce qui n'est pas sport. C'est pourquoi nous préconisons le recours au sport citoyen, le sport des milliards de participants potentiels et réels. À ce titre, ces derniers ne font que défendre leur droit à avoir leurs Jeux olympiques, conformes à leur potentiel, en alternance avec ceux qui existent actuellement en faveur des sports. Nous nous retrouvons ainsi, dans la sphère du sport qui a déjà rompu avec le principe du toujours plus vite, plus haut et plus fort, pour une activité physique fondée sur le don et le partage, en intelligence avec notre cité, dans le cadre d'une meilleure préservation de notre environnement et de notre écosystème. En passant des sports au sport, nous changeons l'ancien logiciel consistant à demander aux pratiquants « Que faites-vous comme sport ?» à un autre nouveau qui leur demanderait « Que faites-vous de votre sport ?» Ce nouveau logiciel s'appuie dans son fonctionnement sur l'étroit rapport établi par les récentes découvertes scientifiques entre l'épigénétique et l'épimémétique dont Richard Dawkins a été l'un des novateurs dans le domaine. Le mème est défini comme unité d'information contenue dans un cerveau et échangeable au sein d'une société. C'est l'équivalent culturel du gène. Selon Joël de René, on appelle même tout élément culturel identifiable, croyance, pratique sociétale, mots, langage, rituel, mode, activité sportive, susceptible d'être transmis par mimétisme en quelque sorte par imitation du comportement ou des expressions d'un individu. C'est en ce sens que cette théorie est intéressante à plusieurs égards pour expliquer, expliciter et justifier le recours que nous faisons au sport, différent des sports, pour une pratique simple, transmissible et donc généralisable à tous nos concitoyens du monde sans la moindre discrimination. Nous allons nous atteler dans les chapitres qui composent ce livre, à démontrer que les Jeux olympiques actuels, tout en passant par une période critique, vivent un paradoxe quasi insoluble. Il est d'une part, en rapport avec la notoriété planétaire acquise en termes de spectacle marchand, de possibilités d'investissement et de retour sur investissement, mais d'autre part avec un ensemble de dérives qui risquent de mettre en cause son essence même, à plus ou moins brève échéance. Dopage, naturalisation d'athlètes, corruption, racisme, voire trucage des résultats sportifs. 3 parties composent notre ouvrage dont chacune comporte 4 chapitres. La première partie est consacrée aux Jeux olympiques actuels et aux difficultés qu'ils ne cessent de rencontrer en rapport avec la corruption, le dopage, le trucage des résultats, fléaux apparemment d'ordre structurel. Mais les critiques les plus acerbes et l'hostilité montante de plus en plus perceptible sont en rapport avec une sorte de discrimination, qui ne dit pas son nom, celle qui prive pour inégalité de moyens de tout ordre, les 2/3 des pays, de monter sur le podium et pire de pouvoir organiser un jour les Jeux olympiques.
Samaranch, ancien président du CIO, l'a reconnu publiquement. Et nous ne pouvons, dans ce contexte de discrimination, ne pas citer la célèbre affirmation de l'entourage de Pierre de Coubertin : « Les jeux sont faits par des Blancs pour des Blancs ». Nous voulons aussi revenir sur les engagements pris par le CIO envers la communauté internationale, et à sa tête l'ONU et ses organisations pour nous poser la question fondamentale. De quel sport est-il question dans ces chartes, agendas et conventions ? En fin de cette première partie, nous avons donné clairement notre avis sur le sport qui pourrait être au secours de la planète et de ses citoyens. Le sport citoyen à ne plus confondre avec les sports à spectacle marchand. Désormais, la pratique sportive ne peut se concevoir que sous forme de deux entités pour éviter tout amalgame entre le sport et les sports. Dans la deuxième partie intitulée Citoyens et sportifs, nous nous sommes posé une simple question : que faisons-nous de notre sport ? La réponse nous situe d'emblée dans la problématique que doit résoudre le mouvement olympique, en rapport avec le développement durable, l'environnement, la lutte contre toutes les discriminations d'ordre culturel ou politico-économique, sans oublier naturellement les objectifs classiques, éducation, développement des compétences, santé et bien-être. En clair, la question ne serait plus « Faites-vous du sport ? » Mais que faites-vous de votre sport ? De telles réponses ne peuvent être qu'inductrices d'une philosophie d'action, dont seul le sport pourrait être le catalyseur. Dans la troisième partie, nous nous plaçons de plain-pied dans la perspective d'une mise en œuvre des Olympiades citoyennes. Au-delà des sports proposés et des préconisations faites pour une organisation pérenne des Jeux olympiques citoyens, nous disons haut et fort que ces Olympiades seraient aussi celles de la compétition et de la performance mais dans un esprit sportif, inclusif et durable. La sélection pour participer aux Jeux, qui serait ouvert à toutes et à tous sur un pied d'égalité, toutes choses étant égales par ailleurs, se ferait sur des variables objectives, réalisables et évaluables. Première partie, les Jeux olympiques des sports, les limites d'un système. Si nous recherchons la preuve d'une trajectoire de développement, le sport n'a pas encore démontré ses bénéfices réels pour un pays et sa population. Cela est vrai, mais parce que trop souvent le sport a profité aux élites des États et non à l'intégralité des citoyens. Golda El-Khoury. Un sport est sport. Le sport a l'apparence d'un paradoxe. C'est un mot et un phénomène compris par tous, mais que personne, même le plus savant spécialiste, ne peut correctement définir. Michel Bernard. Au commencement, fut le mouvement. Cette assertion rappelle à ceux qui ont tendance à l'oublier que bien avant la naissance, l'embryon et puis le fœtus dans le ventre de sa mère ne cessaient de gigoter, gesticuler et se mouvoir à la recherche de la meilleure posture possible pour son bien-être. En tant que nouveau-né, dans son nouveau monde, il ne va pas cesser de se développer grâce à ses aptitudes motrices innées, appelé à s'affiner et à se différencier en attendant l'aide extérieure pour mieux tout mettre en valeur autant que possible. Cette aide extérieure s'appuyant sur le potentiel existant se poursuivra plus ou moins longtemps, plus ou moins bien, selon les objectifs et les finalités assignées et dévolues au corps. Les plus doués physiquement, s'ils sont détectés à temps et s'ils poursuivent une formation adéquate, pourront faire partie de l'élite des faiseurs de prouesses sportives. Les autres, formant l'écrasante majorité des moins nantis physiquement, sont d'emblée extirpés du circuit des sports. Cette grave mise à l'écart, associée généralement à d'énormes séquelles psychologiques, est souvent à l'origine du sentiment d'exclusion qui continue à les habiter, le long de la vie, au point de ne plus se sentir concernés, ni par l'activité sportive en soi, ni par son spectacle. Une autre frange des sportifs ordinaires, ces pratiquants de l'éducation physique et sportive au cours de leur scolarité, ayant acquis probablement les rudiments de la culture du sport et de ses bienfaits, essaient, tant bien que mal, de renforcer les apprentissages acquis et ce malgré les obstacles rencontrés. Désormais, cette activité physique et sportive extrascolaire, éventuellement normée, ressemblant peu ou prou au sport, dans un cadre semi-organisé ou non organisé, n'a plus rien à voir avec les sports. Nous sommes en présence de ce que l'on appelle, habituellement, le sport, pratiqué quand on veut, comme on peut et quand on peut comme on veut. L'essentiel, c'est qu'il soit appréhendé comme un loisir, associé à une liberté retrouvée, voire à une puissance ressentie. A contrario, dans le monde du rendement, de l'efficacité et de la vitesse, celui des sports,
l'athlète qui ne satisfait pas au culte de la performance risque de se déprécier et de décevoir ceux qui ont misé sur ses résultats. Aujourd'hui, deux systèmes coexistent, voire s'opposent. D'un côté, le sport de haut niveau, quasiment professionnel, qui s'est énormément développé se déclinant davantage sous forme de spectacle, et de l'autre, un sport amateur, organisé ou de libre pratique, ne faisant que résister pour préserver ses valeurs et ses vertus. Plutôt que de se satisfaire de cette opposition, pourquoi ne pas travailler à un rapprochement ? Effectivement, la question qui se pose de nos jours consiste à savoir comment faire coexister sport et sport dans l'harmonie et la complémentarité. Notre projet Réinventer l'Olympisme n'a d'autre ambition que de défendre l'existence de ces deux formes de pratiques sportives, aux objectifs si différents, mais aux finalités des plus convergentes. Que seraient les sports sans le sport ? Ce dernier n'est-il pas le point de départ de toute carrière sportive réussie, entamée localement et poursuivie à l'échelle internationale ? Les sports ne seraient-ils pas l'aboutissement des premiers pas, des premiers balbutiements faits d'essais et d'erreurs, de réussites et d'échecs, d'heures et de malheurs, avant de toucher le Graal et d'atteindre au Nirvana ? La définition donnée au sport par le président du Comité olympique français, Denis Masseglia, fait écho à certaines valeurs que nous défendons, mais qui malheureusement ne peuvent être l'apanage du système des sports olympiques actuels. Le sport représente un triple enjeu. Par sa contribution sociétale, éducation, santé, bien-être, lien social, citoyenneté, bénévolat, développement durable. Par son rôle économique, emploi, équipement et matériel, aménagement du territoire, tourisme, médiatisation. Par son apport identitaire, innovation technologique, haut niveau, grande manifestation, insertion, francophonie. Sport et sport doivent être unis à travers les notions de compétition et de performance, toutes deux à double dimension. Compétition et performance avec soi-même et pour soi-même au niveau du sport. Compétition et performance pour battre les autres et si c'est possible battre les records au niveau des sports. Sensible à cette dichotomie, Anne Roger, chercheuse, refuse la scission entre deux mondes qui ne communiquent plus trop. Autrement dit, un sport spectacle de haut niveau que l'on voit à la télé et de l'autre, un sport de masse de plus en plus réduit au sport santé. Mais rien au milieu. Elle considère que privilégier l'une des formes de pratique sportive par rapport à l'autre constitue une approche obsolète du sport. 1. Le sport. Le sport, c'est l'activité physique au profit de la majorité des citoyens lambda. Ceux qui sont en quête d'une activité physique qui leur garantirait éducation, santé, bien-être et dont les vertus et les attentes engagent à plus de responsabilités citoyennes à l'égard des exclus, des discriminés et des défavorisés. Cela nous rappelle la notion de sport récréatif en rapport avec celle de loisir, tel que décrit par Geoffre Dumazédier et Aline Ripper dans leur importante étude « Loisirs et culture ». Ils distinguent 4 caractéristiques propres aux activités de loisirs. Libératoire dans le sens de non imposé, gratuite dans le sens de désintéressé, hédoniste dans le sens de plaisir et satisfaction, et personnelle dans le sens de pour soi, la santé pour s'affirmer, s'autonomiser et s'épanouir. Un effort de pédagogie doit être entrepris auprès des éducateurs, animateurs et des citoyens en général, pour ne plus confondre la philosophie du sport et celle des sports. Ce piège n'a pas été évité par Jacques Ullmann, qui a pu écrire que « ne méritera d'être nommé sport » qu'à partir du moment où il sera entrepris pour accomplir des intentions et se conformer à des normes apparues au cours de l'histoire. Les enfants qui font une course ou se livrent à un match de foot ne font pas du sport. Mais si monsieur Ullmann. Les exemples cités relèvent bel et bien du sport. Vous voulez certainement dire qu'il ne s'agit pas de sport au pluriel, et vous avez raison bien évidemment. Le sport, c'est la mère nourricière des sports, en tant que pratique sportive à la portée de tous et dont les pratiquants se comptent par centaines de millions à travers le monde, de tous les âges et de toutes les compétences. À l'abri de toute médiatisation, ils sont en quête de santé, d'éducation, de bien-être et du vivre ensemble, toujours selon la célèbre devise « Je fais du sport quand je veux comme je peux ». La définition du sport proposée par Pierre de Coubertin n'est que le produit de son époque et de son contexte, en disant que le sport est la culture volontaire et habituelle de l'exercice musculaire intensif appuyé sur le désir de progrès et pouvant aller jusqu'au risque. Le sport pour nous est l'ensemble des activités physiques et sportives qui se pratiquent au niveau des établissements scolaires et universitaires,
des structures de l'enfance et de la jeunesse, des structures de travail publiques et privées, communément appelées sport et travail, ainsi que les sports de libre pratique qu'ils soient organisés ou non. Rappelons qu'en avril 2014, l'ex-secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, pour lever tout équivoque, a pris la précaution de bien définir le sport visé au moment d'engager son partenariat avec le CIO. Il a, à cet effet, repris la signification du sport telle que décrite par la Commission Sport et Société Active du CIO, l'ONS et MINEPSVI UNESCO, en 2017 à Kazan en Russie. Le sport est entendu comme toute forme d'activité physique qui contribue à l'aptitude physique, à la santé mentale, aux interactions sociales et que ceci inclut le jeu, l'amusement, le sport organisé occasionnel ou de compétition et les sports ou jeux autochtones traditionnels. L'émergence du sport citoyen, symbole de la coopération à l'aptitude physique, à la santé mentale, aux interactions sociales et qu'il inclut le jeu, l'amusement, le sport organisé occasionnel de toutes et de tous où l'essentiel consiste à être l'artisan de son propre développement et où la pratique sportive ambitionne d'être au service des autres, avec les autres, loin de toutes sortes d'expertise, physique ou athlétique, constitue la parfaite illustration des nouvelles théories en rapport avec l'épigénétique et l'épimémétique. Pour les scientifiques italiens Giacomo Rizzolatti et Corrida Sinigagli, une grande avancée neuroscientifique eut lieu en 1996. Pour la première fois, une catégorie de neurones a été identifiée dans le cortex et a été baptisée neurone miroir. Autrement dit, lorsqu'un être humain ou un animal regarde un congénère qui accomplit une action précise, les mêmes zones du cerveau s'activent comme s'il agissait lui-même. Cette découverte majeure a bouleversé les neurosciences, la neurologie, la communication et même la philosophie. Elle est pour nous aussi, citoyens du monde sportif et non sportif, une aubaine pour crédibiliser notre théorie consistant à transformer les centaines de millions de nos concitoyens potentiellement sportifs en de véritables pratiquants sportifs qui se seront mobilisés pour eux-mêmes, pour les autres et pour leur cité. Le sport citoyen est le fruit d'une détermination à portée de main, simple et facile. Il s'agit d'une influence exercée par la société, les parents, les frères et sœurs, éducateurs et encadreurs. Mais c'est avant tout le domaine de la prise en charge de soi par soi, et le moyen de concrétiser son premier propre projet de vie dès l'enfance, de le programmer et de le planifier, pour le meilleur des retours sur investissement. En effet, nos connaissances scientifiques prouvent aujourd'hui que le principe du déterminisme génétique ne tient plus, l'ADN n'étant plus le seul responsable de l'hérédité. Toujours selon Joël de Ronet, le système miroir des émotions permet de simuler dans son cerveau l'état émotionnel d'un interlocuteur et ainsi de mieux identifier les émotions ressenties par les personnes de son environnement. Il favorise la compréhension de la relation avec l'autre, voire une meilleure connaissance de l'autre grâce à l'intersubjectivité, au partage des désirs et aux répulsions qui sont la base de l'empathie. 2. Les sports. Les sports en général sont définis par Pierre Laguillemy comme un immense espace de compétition mondiale, une concurrence sociale généralisée. La loi de la jungle capitaliste qui apprend à chacun que son voisin est un rival qu'il faut vaincre, battre et abattre par tous les moyens. Heureusement d'ailleurs, que les sports ne sont pas à la portée de Monsieur Tout-le-Monde, sinon que serait notre société ? Ils s'offrent davantage aux plus doués, ceux qui donnent aux foules la possibilité de rêver avec un sentiment d'appartenance à une nation, à une région, à travers l'identification aux champions, voire dans leur passion aveugle, aux pseudo-champions. Ce sont les sports professionnels que nous visons en général et dont les pratiquants, signataires de contrats avec les clubs, s'engagent à défendre les couleurs. Ces contrats sont l'œuvre d'intermédiaires organisés en une nouvelle profession, celle des agents de joueurs et d'entraîneurs qui sont pour la plupart étrangers au monde du sport et des sports. Pour mieux les vendre, ils affublent les joueurs dont ils ont la charge de qualificatifs et de surnoms pour le moins indignes d'un être humain et qui en disent long sur leur philosophie de vie. J'ai un tueur qui tuerait père et mère pour gagner un match, un aboyeur imbattable dans sa catégorie, une pieuvre aux gigantesques tentacules qui ne laissent rien passer, un râteau qui ratisse très large, etc. Ce n'est qu'un échantillon que j'entends régulièrement de la bouche des agents de joueurs. D'un point de vue fonctionnel, le sportif de haut niveau est d'abord celui dont le talent a été détecté à un âge précoce et pris en charge dans une structure spécialisée dans la formation et le perfectionnement.
Selon David Burney, cette sélection précoce, parfois à partir de 4 ans dans certaines spécialités, si elle peut mener au succès, elle peut aussi favoriser les blessures, une incapacité à progresser ou un surmenage mental et physique. Loin de ses parents et de son milieu de vie naturel, le sportif de haut niveau est l'objet d'études et de recherches pour mieux adapter le programme d'entraînement à ses aptitudes et ce jusqu'à l'âge des seniors. Il lui est demandé en retour, voire exigé, d'être à la hauteur des paris pris sur lui en fonction des investissements humains et financiers dont il a bénéficié le long de sa carrière sportive juvénile. En cas de non-réalisation des objectifs attendus, il se voit alors rétrogradé au niveau de l'estime et de l'intérêt qui lui sont habituellement dédiés, ce qui impacte, fatalement, sa confiance et tout naturellement son comportement. Donc, tout en évoluant dans un milieu humain et matériel qu'il n'a pas choisi, partenaires, coéquipiers, lieux et horaires d'entraînement, conditions de compétition et autres, il est l'objet d'attention de tout un staff prêt à l'aider, à le soutenir et surtout à le pousser à fond pour extraire la quintessence de ses qualités. Ce qui compte au final, c'est la victoire dont les retombées bénéficieront à tous, y compris aux arrivistes et parvenus de dernière minute. Comme disait John Fitzgerald Kennedy, l'échec est orphelin, le succès a beaucoup de parents. Pour y parvenir, les experts savent faire et se relaient pour apporter, chacun en ce qui le concerne, le plus pouvant mener au chemin de la victoire. C'est que nous sommes en présence, dans le sport de haut niveau, faut-il le préciser, d'un responsable administratif au plus près du staff d'encadrement, un directeur technique, un entraîneur en chef, des entraîneurs assistants chargés respectivement des gardiens de but, des défenseurs et des attaquants. Sont récemment venus étoffer l'encadrement, les préparateurs physiques, ainsi que divers autres spécialistes de la réathlétisation pour les nouvelles recrues, de la réhabilitation fonctionnelle pour les blessés, sans oublier bien sûr les experts en observation, en informatique et en statistique. Sur le plan médical, le staff se compose du médecin en chef, du médecin de l'équipe ou celui de l'athlète, du psychologue, du coach mental, du préposé à l'infirmerie, du kinésithérapeute, du masseur, du chiropraticien, de l'ostéopathe et du nutritionniste. Un staff, dont le nombre ne dépassait guère les doigts d'une seule main, nous sommes passés à un nombre pléthorique dépassant la vingtaine, en rapport avec les nouvelles sciences de la performance d'une part et de l'autre, avec la course effrénée et impitoyable vers la victoire que se livrent les adeptes des sports. En effet, plus rien ne se fait au hasard dans les sports de haut niveau, mais devenons-nous préciser que ça ne concerne que les privilégiés de la vie et ceux appartenant aux riches nations à l'instar de l'américaine Kathie Ledecky, quadruple médaillée d'or au JO de 2016 et qui détient plusieurs records du monde. La nageuse américaine, de fond et de demi-fond, a toujours bénéficié des connaissances scientifiques et technologiques les plus avancées en matière d'entraînement. Un nutritionniste surveille son alimentation, un médecin s'intéresse à ses analyses sanguines, un expert étudie avec son staff sa technique à la vidéo et utilise les instruments les plus novateurs. Il ne faut pas non plus oublier la rage de vaincre de l'intéressé, alliée à une préparation sans faille et à une gestuelle quasi parfaite. En outre, le sportif de haut niveau est soumis à l'influence des agents de joueurs dont l'impact pour certains dépasse de loin le cadre classique de la relation agent-joueur. Pour avoir eu l'occasion de travailler avec eux dans le cadre des transferts des joueurs, je me suis rendu compte à quel point ils parvenaient à étendre leur influence, non seulement sur l'équipe, staff et joueurs, mais aussi et surtout sur le club, dirigeants et financiers, quand ce n'est pas le président en personne qui est pris dans la nasse. En un mot comme en mille, il s'agit ni plus ni moins de corruption érigée en système et malheur à celui qui tente de s'y extraire. Que de carrières brusquement stoppées et que de rêves brisés. Ce sportif de haut niveau, désormais faiseur de miracles, selon de Coubertin, a dû, pour en arriver là, bénéficier du soutien moral, matériel et financier de l'État. Il a dû réussir aux différents examens et impitoyables concours de sélection, qui jalonnent la carrière des sportifs de haut niveau. Il a dû gravir péniblement les échelons, du niveau local au régional, à l'interrégional, au national et à l'international, avec pour conséquence éventuelle l'abandon de ses études au niveau le plus bas, représenté par la scolarité primaire, ce qui fait de lui une proie pour les profiteurs de tous acabits qui rôdent immanquablement autour de lui. Malheureusement, il est aussi l'objet de doutes et de suspicions en rapport avec les conduites de dopage, de corruption et de trucage des compétitions.
Parce qu'il est porteur d'espoir pour lui-même, pour son club, sa région et son pays. Il est adulé en cas de succès et renié en cas d'échec. Ne dit-on pas que le sportif de haut niveau est l'ambassadeur de son pays ? C'est aussi pourquoi la vie des sportifs de haut niveau est strictement planifiée, soumise à une programmation des plus minutieuses touchant à son rythme de travail, à son investissement sportif, à son alimentation, à sa sexualité, à sa relation avec les autres, à son rythme veille-sommeil, à sa psychologie et bien évidemment à son compte en banque. Nous citons à titre d'illustration la confession d'un rameur de l'équipe nationale française aux Jeux de Londres 2012. D'un côté, il y a la haine et la hargne. Je déteste ce type qui me fait répéter 10 fois, 100 fois le même mouvement. Pourtant, dans le même moment, je me sens tranquillisé, rassuré. Il y a quelqu'un qui pense à ma place. Peu à peu, c'est devenu une espèce de passion, la passion de la docilité. C'est, cette forme de coaching autoritariste, que j'ai eu l'occasion de développer sous le vocable de conditioning. Marc Levesque cite également un autre cas d'athlète de haut niveau. Moi j'ai une sensation très forte de rail avec un petit wagonnet qui avance tout seul, quoi. J'avais pas besoin de conduire, ça se conduisait tout seul et c'est pas une sensation forcément agréable. Parce que de temps en temps j'aurais aimé donner un coup de volant. Je n'ai jamais eu l'impression de prendre en main ma carrière et d'y aller. J'ai eu l'impression des fois que les gens décidaient plus ou moins pour moi, et puis que je me laissais un petit peu emmener quoi. Selon Christine Brennan, si Mike Powell avait battu le record du monde dans le saut en longueur, c'est parce qu'il détestait son concurrent Carl Lewis. Aujourd'hui j'adore Carl, mais à l'époque je le détestais. Quand nous nous affrontions, mon énergie était décuplée. 3 décennies plus tard, Mike raconte, il est passé devant moi en courant le poing serré. Ça m'a rendu dingue. C'était vraiment une affaire entre lui et moi. Pour le battre, il me fallait battre le record du monde. Pour Bruce Gemmel, l'entraîneur de Katy Ledecky, ce fut une illustration des capacités de l'esprit humain. Je ne pense pas que nous avions véritablement exploité le potentiel du cerveau, estime-t-il. Ce sera la limite à repousser qui va nous occuper lors des 30 prochaines années. Comment entraîner le mental de la même façon que le corps ? C'est de ce côté-là que viendront les prochaines avancées. C'est pourquoi Alain Giraudot décrit le sport d'élite comme un cocon pour bêtes à compétition contrairement au sport de masse qui est à la portée de tous. Alors, les sports, dans de telles conditions, tendent à développer une sorte d'infantilisme voire d'animalisme. Ces sportifs peuvent-ils assumer les missions pour lesquelles s'est engagé le mouvement olympique ? Fraternité et solidarité, préservation de l'environnement, développement durable, voire lutte contre la criminalité et le terrorisme ? Ces sportifs de haut niveau ne sont-ils pas devenus les ambassadeurs otages de leur pays ? En tant que propagandistes politiques ou financiers, selon le régime politique auquel ils appartiennent, qu'ils soient de l'Est ou de l'Ouest, du Nord ou du Sud ? 3. La mentalité du toujours plus, un lourd héritage des sports ? L'évolution du sport a été parallèle à celle de l'économie, où tout le monde est en concurrence, où il faut se surpasser en permanence. D'obédience libérale, le principe adopté des sports ne pouvait être que toujours plus vite, plus haut et plus fort qui sert non seulement de devise olympique, mais c'est surtout une devise de vie rappelant à tous que le maître mot est la production et son pendant la productivité. Donc, si en matière de sport, Sisus, Altus, Forsus, ne concerne qu'une minorité de citoyens, physiquement doués pour s'affronter dans des compétitions de très haut niveau, par une sorte de transfert, cette devise d'essence capitaliste ne cesse de faire des ravages au niveau de l'ensemble des populations à travers le monde. Tous les sportifs citoyens et citoyens sportifs, formatés aux préceptes de la philosophie régnante du toujours plus et mieux, se sentent submergés, débordés, voire pressurés à la recherche du temps perdu, désormais qualifié de crise de temps. Pour Maud Navarre, la performance physique se veut sans limite, son empire est celui du chiffre. Désormais, le sport de haut niveau n'a plus rien à voir avec le sport de masse. C'est la loi de la concurrence sportive, des divers concours et championnats, nombreux à n'en plus finir, qui se retrouvent intégralement et insidieusement au cœur de la conception et de l'organisation du travail dans nos sociétés. Selon Pierre Laguillaumy, cela engendre nécessairement, et à tous les niveaux, la recherche du rendement maximum qui ne peut... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.